Aujourd'hui, dans Le Crime et ses raisons, Santa Cruz est une ville paisible de Californie. Ses étés interminables font la joie des surfeurs. La ville abrite également un tueur en série sadique. Plusieurs autostoppeuses disparaissent, sans laisser la moindre trace. Des restes humains sont découverts un peu partout et forment une sorte de puzzle humain. Le tueur est plus rusé que ses victimes, que la presse, que la police, plus rusé que tout le monde. Et ce n'est pas étonnant avec son QI de 145. La haine ressentie par le tueur est si profonde qu'il ne résiste pas à l'envie de tuer les jeunes étudiantes qui l'entourent, jusqu'à ce qu'il finisse par affronter la femme qu'il tient pour responsable de sa folie meurtrière. En 1973, Santa Cruz, en Californie, est une ville côtière paradisiaque, célèbre pour ses plages, ses vagues et sa culture hippie. Les étudiantes de la ville s'adonnent régulièrement à l'amour libre, à la drogue et à l'autostop. Cindy Shaw, âgée de 18 ans, cherche seulement un moyen de se rendre sur le campus du Cabrillo College afin d'assister à ses cours. Comme ses amis, elle décide de faire de l'autostop dans le quartier hippie près de la plage. C'est une façon amusante et gratuite de rencontrer des personnes de son âge. Une voiture s'arrête. Cindy monte et commence à discuter avec le conducteur. Cependant, l'homme ne prend pas une route directe. Il emprunte des routes secondaires et amène Cindy vers une région boisée isolée. Il arrête la voiture, sort un pistolet de calibre 22 et la tue avec des involtures. Le conducteur met ensuite le corps de Cindy dans le coffre. Il remonte dans le véhicule et s'en va. C'est un tueur méthodique et sans pitié. Le lendemain de la disparition de Cindy, un policier de la California Highway Patrol roule sur la California State Route 1 lorsque quelque chose attire son attention. Il s'arrête sur le bord de la route et découvre 2 bras et 2 mains sectionnés. Quelques jours plus tard, un torse mutilé et sans tête est retrouvé. 3 jours plus tard, le bassin d'une jeune femme s'échoue sur une plage près de Santa Cruz. Les policiers rassemblent tous ces restes humains qui forment une sorte de puzzle humain. Il ne manque que la tête et la main droite. Les médecins légistes déterminent qu'il s'agit de Cindy Shaw, l'étudiante disparue. L'un d'entre eux suggère que Cindy a été découpée puis démembrée à l'aide d'une scie électrique. Ce genre de meurtre brutal n'est pas censé arriver dans cette ville tranquille du bord de mer. La vie est parfaite ici, n'est-ce pas? Faux. Il y a un fou en liberté. Mais qui est-il? Les enquêteurs se souviennent alors qu'ils ont découvert un crâne humain sur la montagne Loma Prieta 5 mois auparavant. Mais il ne correspond pas aux restes humains qui viennent d'être retrouvés. Les policiers ont 2 cadavres sur les bras et aucune piste. La rumeur des meurtres se répand rapidement. Le Cabrillo College et l'université de Santa Cruz conseillent à leurs étudiants de ne pas sortir seuls ou de faire de l'autostop. Les étudiants ne font plus confiance à personne à l'extérieur des campus. Le 5 février 1973, Rosalind Thorpe, âgée de 22 ans, quitte la bibliothèque scientifique de l'université de Santa Cruz afin de prendre le bus pour rentrer chez elle. Elle attend seule et dans le froid depuis un moment quand une voiture s'arrête à côté d'elle. Le conducteur informe Rosalind qu'elle a raté le dernier bus et lui propose de la raccompagner. Il est jeune et amical. Rosalind aperçoit un autocollant de l'université sur la voiture et pense qu'il est également étudiant. Elle monte donc dans la voiture. À quelques pâtés de maison de là, une autre étudiante fait du stop. Alison Lou, âgée de 23 ans. Une voiture s'arrête à côté d'elle. Alison voit un jeune couple à l'intérieur et remarque l'autocollant de stationnement de l'université. Elle monte avec entrain dans la voiture. Les jeunes femmes se sentent sûrement en sécurité l'une avec l'autre, mais il ne faut pas longtemps pour que le conducteur sorte son 22 mm et le pointe sur elles. Il les tue toutes les 2. Le tueur s'attaque à 2 femmes en même temps. Il devient de plus en plus confiant.
Le tueur met les 2 corps dans le coffre et roule sur la California State Route 1 en direction du sud. La voiture s'arrête devant un immeuble quelconque d'Aptos, une petite ville côtière de Californie. Sans se faire voir des voisins, l'homme transporte les 2 corps à l'intérieur. Il commence ensuite un rituel choquant qu'il pratique sur toutes ses victimes. Les policiers ne connaissent pas encore le mobile de cet homme. La mutilation des corps est généralement l'apanage des sadiques sexuels. Cet homme a même des relations sexuelles avec les corps de ses victimes avant de les prendre en photo. L'homme retire ensuite les balles des corps des victimes afin qu'elles ne soient pas identifiées avant de les découper. Le démembrement est souvent le but ultime de ce genre de personnes. Le contrôle total qu'elles ont sur leurs victimes les aide à gérer leur faible estime d'elles-mêmes. Le lendemain matin, le tueur se dirige vers un canyon isolé et se débarrasse des morceaux de corps. Il jette les têtes depuis le haut d'une falaise. Une semaine plus tard, un randonneur découvre une partie des restes de Rosalind et d'Allison. Les habitants de Santa Cruz paniquent. Le procureur du district, Peter Chang, surnomme la ville la capitale mondiale du meurtre. Pendant 2 mois, la situation se fait étrangement calme dans la baie. Aucun reste humain n'échoue sur la plage. Aucune étudiante ne disparaît. Aucune piste n'est trouvée par la police. Les policiers de Santa Cruz ont l'habitude de se retrouver dans un bar nommé The Jury Room. Ils essaient de trouver des pistes sur l'affaire et ils questionnent les habitués. C'est une petite ville, quelqu'un sait forcément quelque chose sur ce qui est arrivé à ces pauvres étudiants. Le bureau du shérif de Santa Cruz reçoit un étrange appel venant de plus de 1600 km de là. Un homme à Pueblo, dans le Colorado, prétend qu'il a tué des femmes à Santa Cruz, y compris les étudiantes disparues. Les policiers ne le prennent pas au sérieux et lui disent de rappeler plus tard. L'homme rappelle quelques heures plus tard, raconte la même histoire et demande à parler à un policier en particulier. Il connaît ce policier et il s'avère que le policier connaît cet homme. Cette fois-ci, les policiers sont tout ouïs. À suivre. Une jeune recrue de la police est envoyée à la recherche du tueur. Il ne se doute pas de la surprise colossale qui l'attend. Ce type est un vrai monstre. C'est un meurtrier et un nécrophile qui a des problèmes avec sa mère. En avril 1973, le bureau du shérif de Santa Cruz fait une avancée inattendue dans sa recherche d'un tueur sadique. Les policiers sont abasourdis. L'homme au téléphone leur dit « Je peux vous montrer où sont enterrés les morceaux de corps ». En quelques minutes, un officier de police du Colorado arrive sur place pour appréhender l'homme dans une cabine téléphonique. Tous les membres des forces de l'ordre rêvent de procéder à cette arrestation qui résoudra un crime majeur. Ce jeune policier pense que c'est ce qui va se passer. Puis il aperçoit l'homme mystère. Il s'agit d'Edmund Kemper, âgé de 24 ans. Ed se lève, puis il tend ses mains en direction du policier. Ed mesure plus de 2 mètres et pèse près de 130 kilos. Son regard est froid et distant. Par chance pour l'officier, Ed se laisse menotter sans opposer la moindre résistance. Ce ne sont pas seulement sa taille et son comportement qui sont choquants. Les policiers se rendent compte qu'ils connaissent personnellement l'homme. Big Ed est un client régulier du bar où se retrouvent les policiers. Ils ont tous déjà bu un verre avec lui et partagé le peu d'informations qu'ils avaient sur le meurtre des étudiantes. Pour les officiers, Ed n'est qu'un petit enquiquineur poli. Il ne se doute absolument pas qu'il est le tueur des étudiantes. Il est grand mais aussi très intelligent. Donc pourquoi se rendre maintenant? Edmund Kemper, 3e du nom, est né le 18 décembre 1948 à Burbank, en Californie. Comme pour beaucoup d'autres tueurs en série, son enfance est un cauchemar. Ses parents, Edmund, 2e du nom, et Clarnell Kemper, se disputent constamment. Le père de Ed est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a également participé au test de la bombe atomique. Il affirme cependant que ses années de service ne sont rien à côté de sa vie avec Clarnell. Ses parents se séparent quand Ed est âgé de 9 ans. Il vit alors avec sa mère, autoritaire, alcoolique et violente. Même enfant, Ed est très grand pour son âge. Sa mère et ses sœurs se moquent constamment de lui. Des années plus tard, il se souviendra de 2 occasions où il a frôlé la mort et qui l'ont profondément marqué.
Une de ses sœurs le déteste tellement qu'elle le pousse devant un train en marche. Elle ne réussit pas à le tuer, mais dès qu'elle en a l'occasion, elle le pousse au fond d'une piscine où il manque de se noyer. Ed se replie dans un monde imaginaire. En grandissant, ce monde deviendra violent et sexuel. À l'âge de 10 ans, Ed présente déjà un comportement antisocial et psychopathique. Ed se met en scène dans de fausses exécutions et joue à la chambre à gaz ou à la chaise électrique. Sa mère finit par en avoir assez de son comportement et le met à la porte. Ed part vivre sur la ferme de ses grands-parents. Ils font de leur mieux avec cet adolescent de 15 ans de plus d'1,90 m, mais Ed se sent émasculé par sa grand-mère acariâtre. Le 27 août 1964, Ed et Maud Kemper, sa grand-mère, ont une énième dispute. Ed quitte la cuisine et revient avec son fusil de chasse. Sa grand-mère lui dit d'arrêter de tirer sur les oiseaux avec, alors à la place, il lui tire une balle dans la tête. Quand son grand-père revient, Ed a peur qu'il fasse une crise cardiaque en découvrant le corps de sa femme. Ed le tue donc dans ce qu'il appelle un geste de compassion. Est-il possible qu'Ed imagine ses propres parents quand il tue ses grands-parents? Ces actes pourraient être un moyen de se venger de leur rejet. Ed appelle sa mère et lui demande quoi faire. Elle lui ordonne de contacter la police et de tout avouer. Ed est interné dans l'unité psychiatrique de l'hôpital d'État d'Atascadero. Ed est diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïaque et comme étant psychotique. Il passe un test de QI et obtient un score de 145. Très peu de gens ont un score aussi élevé, ce qui fait d'Ed un génie. Il est peut-être derrière les barreaux, mais il élabore un plan. À l'hôpital, Ed se porte volontaire pour effectuer des tâches supplémentaires afin d'aider le personnel et les médecins. Il gagne très vite leur confiance et se voit offrir davantage de latitude. Il s'en sert pour lire les dossiers des tueurs et même discuter avec eux dans leur chambre. Ed étudie leurs méthodes et comment ils se sont fait prendre. Ed vole les tests donnés aux patients et mémorise les réponses afin de réussir ses propres tests. Les docteurs pensent qu'il est guéri et sain d'esprit. Son plan fonctionne parfaitement. Ed Kemper sort de l'hôpital psychiatrique le jour de ses 21 ans. Il n'a nulle part où aller et retourne donc vivre chez sa mère. Clarnell Kemper a déménagé à Aptos, en Californie, et travaille comme assistante administrative à l'université de Santa Cruz. Vivre à nouveau avec sa mère autoritaire est un choc pour Ed, mais le monde extérieur est encore plus déstabilisant. En 1969, et comme le reste de la côte ouest, Santa Cruz est dominée par la contre-culture de la drogue, de l'amour libre et du rock'n'roll. Ed déteste ça. Il décide de rejoindre la police afin d'éliminer les hippies. Cependant, la police de Santa Cruz ne veut pas de Big Ed, en raison de sa taille démesurée. À la place, il décide de travailler pour le département des transports de Californie. C'est là qu'il découvre toutes les routes de campagne reculées qui traversent les bois. Ed achète une voiture et la modifie afin que la portière du passager avant ne puisse pas s'ouvrir de l'intérieur. Dans le coffre, il met des couvertures, des sacs en plastique, des couteaux, des cordes et des armes. Il colle sur le pare-brise l'autocollant de stationnement de l'université appartenant à sa mère. À suivre, Ed Kemper élabore son plan depuis des années et il est enfin prêt à réaliser ses fantasmes tordus. Santa Cruz, Californie, 7 mai 1972. Edmund Kemper, âgé de 23 ans, donne libre cours à ses fantasmes sexuels sordides qui l'habitent depuis des années. Il s'entraîne et fait monter plus de 150 autostoppeuses dans sa voiture. Il apprend à gagner leur confiance. Il étudie comment leur parler, comment elles réagissent et comment elles pensent. Puis il les laisse partir. Il ne fait que répéter. Cependant, un soir, il pense avoir le plan parfait pour réaliser ses fantasmes sexuels et meurtriers sans jamais se faire prendre. Edmund croise ses deux premières victimes potentielles. Marianne Pesci et Anita Luquesa montent dans sa voiture et lui demandent de les raccompagner chez elle. Ed conduit pendant un moment, puis sort un pistolet.
Il se dirige ensuite vers une route isolée dans les bois qu'il a découvert quand il travaillait pour le département des transports. Ed met en pratique les techniques qu'il a apprises auprès des violeurs de l'hôpital. Il menotte Marianne, puis tire Anita hors de la voiture et l'enferme dans le coffre. Il retourne ensuite dans la voiture, où il poignarde Marianne à mort. C'est impossible d'imaginer ce que ressentait Anita alors qu'elle était enfermée dans le coffre et qu'elle entendait ce qui arrivait à son amie. Ed revient vers le coffre et poignarde Anita. Il met ensuite le corps sans vie de Marianne sur elle. Ce qu'Ed fait des corps par la suite est impensable. Il les décapite, les prend en photo et pratique la nécrophilie. Plus tard, il met les morceaux de corps dans des sacs plastiques et s'en débarrasse sur la montagne Loma Prieta. Le crâne de Marianne est découvert des mois plus tard. Ce sera le premier indice qui indique qu'un tueur en série sévit à Santa Cruz. Le 14 septembre 1972, Ed frappe de nouveau. Il fait monter Aikoku, une adolescente qui a besoin de se rendre à son cours de danse. Ed s'arrête dans une zone boisée et dit très calmement à Aiko qu'elle vient de se faire enlever. Aiko devient hystérique et cherche à sortir de la voiture, mais elle ne peut pas. Ed commence à négocier avec elle et il lui dit qu'il ne va pas la tuer. Aiko se calme un peu. Ed sort alors de la voiture pour récupérer quelque chose dans le coffre, mais il s'enferme accidentellement dehors. Que va-t-il faire? Aiko a une chance de s'enfuir et de sauver sa peau. Ed réussit à la convaincre de lui faire confiance une fois de plus et de lui ouvrir la porte. C'est malheureusement ce qu'elle fait. Dès qu'il est à l'intérieur, Ed s'empare du foulard de la jeune fille et l'étrangle avec. Il démembrera ensuite son corps. En janvier 1973, il tue Cindy Shaw, puis Rosalind Thorpe et Alison Liu. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Ils gardent leur tête comme trophée. Il enterre même la tête de Cindy dans le jardin de la famille, juste en face de la fenêtre de la chambre de sa mère. Il fait ça par pur mépris. Il dira même plus tard que sa mère avait toujours voulu que les gens l'admirent. Très vite, la relation entre Ed et sa mère empire jusqu'au point de rupture. Le 20 avril 1973, Ed entre dans la chambre de sa mère, âgée de 52 ans. Hey Mom, how you doing? Can we talk? Elle le ridiculise pour la dernière fois. You get started talking and you just talk. You talk my ear off. Just go to bed, I'm tired. Clarnell Kemper a bu et n'a pas de temps à accorder à son fils. Good night. Il sort en trombe et attend que sa mère s'endorme. Puis il revient calmement dans la chambre. On ne peut que se demander quelles émotions traversaient son esprit. Les moqueries et les maltraitances de la part de sa mère cruelle et alcoolique, le rejet permanent de ses parents, le meurtre de ses grands-parents, le meurtre de toutes ses filles. Tout cela ne devait être qu'une préparation pour le moment où il pourrait enfin s'en prendre au démon qu'est sa mère. Comme avec les autres filles, Ed coupe la tête de sa mère. C'est l'ultime démonstration de pouvoir sur celle qu'il a opprimée pendant des années. Il pose ensuite la tête de sa mère sur une étagère et lui crie dessus des heures durant tout en lui lançant des fléchettes. Ed rédige une lettre pour la police. Il écrit « C'était rapide comme je le voulais. Ce n'était ni bâclé ni inachevé, messieurs. J'ai seulement manqué de temps. J'ai des choses à faire. » Le matin du dimanche de Pâques, Ed prend la voiture de l'ami de sa mère et quitte la ville. À suivre, le tueur d'étudiantes avoue tout. Le tueur en série Edmund Kemper roule sans s'arrêter et traverse la Californie, le Nevada et l'Utah. Il écoute la radio, s'attendant à ce que les journaux parlent du meurtre dans l'appartement de sa mère. Mais il n'en est rien. Quand il arrive à Pueblo, dans le Colorado, il arrête sa voiture. Frustré que ces meurtres n'aient pas fait la une des journaux, Ed trouve une cabine téléphonique et appelle le bureau du shérif pour tout avouer. Il propose même aux policiers de leur montrer où il a enterré le corps des filles qu'il a tuées. Ed Kemper est inculpé de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il a avoué ses crimes avec des détails très explicites. Son avocat
n'a d'autre option que de plaider non coupable pour cause d'aliénation. Les psychiatres nommés par le tribunal trouvent Ed captivant et disent qu'il apprécie la perspective de devenir célèbre. Il prétend même qu'il aurait cuit des lambeaux de chair d'une jambe d'une de ses victimes et qu'il les aurait mangés. Cela démontre une nouvelle fois le pouvoir qu'Ed exerce sur ses victimes. Un pouvoir qu'il n'a jamais eu ou qu'il n'a jamais utilisé dans ses interactions quotidiennes à cause des maltraitances de sa mère. Cela montre également qu'il voulait posséder ses victimes ou qu'elles fassent partie de lui. Malgré ses aveux obscènes de décapitation, de nécrophilie et de cannibalisme, le tribunal juge Ed légalement sain d'esprit. Le 1er novembre 1973, Ed Kemper témoigne à la barre. Il avoue avoir tué les étudiantes autostoppeuses car il voulait posséder ses filles. Ed décrit comment il ressent du plaisir sexuel quand il décapite quelqu'un. Pour lui, tuer est comme une drogue et il en avait de plus en plus besoin. Il avoue également qu'il a l'impression qu'une deuxième personne vit en lui et qu'elle prend le dessus quand il tue. C'est arrivé pour la première fois quand il a tiré sur sa grand-mère alors qu'il était adolescent. Le 8 novembre 1973, le jury composé de 6 hommes et de 6 femmes déclare Ed Kemper coupable de 8 meurtres au premier degré. Pour chacun d'entre eux, Ed est condamné à la prison à perpétuité avec la possibilité d'être libéré sur parole après 7 ans. Il est emprisonné au California Medical Facility, une prison d'État située à Vacaville. Aujourd'hui, dans Le Crime et ses raisons, une riche veuve meurt subitement et laisse derrière elle un testament suspect. Mais la simple affaire de faux documents se transforme rapidement en une enquête pour meurtre qui choque le monde entier. C'est sans précédent. Une victime, puis une autre, et encore une autre. Les policiers exhument des dizaines de corps et l'histoire est toujours la même. Ces morts ne sont pas naturelles. Les enquêteurs réalisent qu'ils sont à la recherche non seulement d'un escroc, mais également du pire tueur en série de l'histoire de la Grande-Bretagne. Hyde, Angleterre. Cette ville de la banlieue de Manchester est déjà connue pour les tueurs en série qui y ont vécu. Au milieu des années 1960, Ian Brady et Myra Henley, deux jeunes amants, vivaient à Hyde. Ensemble, ils ont torturé, agressé sexuellement et tué 5 enfants avant d'enterrer leurs corps dans la lande de la région. À la fin des années 1990, personne ne se doute que Hyde va être le théâtre d'une nouvelle série de morts. Kathleen Grundy, l'ancienne maire de la ville âgée de 81 ans, est encore très impliquée dans les affaires locales. Elle est en excellente santé et elle est très dynamique. Elle est bénévole pour plusieurs associations et elle est très appréciée des habitants. Elle est aussi très riche et elle vit seule dans un cottage vieux de plusieurs siècles. Le 24 juin 1998, Madame Grundy est retrouvée morte et entièrement vêtue dans sa maison. Sa mort semble être naturelle. Une vieille dame qui meurt d'un infarctus. Le médecin déclare que la mort de Kathleen est naturelle. Et l'histoire s'arrête là. À tort. Cependant, une semaine plus tard, la fille de Kathleen, Angela Woodruff, encaisse un deuxième coup dur. Sa mère a laissé un nouveau testament.
Elle-même avocate, Angela trouve le Nouveau Testament de sa mère suspect. Angela s'est toujours occupée des documents juridiques de sa mère. Pourtant, elle ne sait rien de ce testament. La typographie est mauvaise et le papier est taché et de piètre qualité. Sa mère était très méticuleuse. Un tel document ne lui ressemble pas. Un autre point est encore plus suspect. Dans ce Nouveau Testament, Kathleen lègue tout ce qu'elle possède, sa fortune et même sa maison, à son très cher médecin, le docteur Harold Shipman. Tout comme Madame Grundy, le docteur Shipman est très apprécié des habitants de Hyde. Les femmes âgées en particulier l'adorent. Il fait des visites à domicile et son comportement est exemplaire. Il fait toujours tout son possible pour ses patients. Angela soupçonne une fraude et décide de mener sa propre enquête. My name is Angela Woodruff. I would like to discuss the last will and testament of Kathleen Grundy. Angela ne le sait pas, mais la police vient de terminer une autre enquête sur le docteur Shipman. Quelques mois plus tôt, un docteur de la région du nom de Susan Booth a remarqué quelque chose d'étrange dans les pratiques du docteur Shipman. En Angleterre, lorsqu'une personne doit être incinérée, un deuxième médecin doit examiner le corps et attester que la mort n'est pas suspecte. Susan Booth l'a souvent fait pour le docteur Shipman. Elle remarque que beaucoup de patients du docteur Shipman décèdent, plus que dans son cabinet. Il peut y avoir de nombreuses explications rationnelles à une surmortalité chez les patients. Si le médecin s'occupe de beaucoup de personnes âgées, il est normal que davantage meurent. Le docteur Shipman était connu pour très bien s'occuper des personnes âgées. La malchance peut être une autre raison. Il est tout à fait possible qu'autant de patients décèdent par simple fait du hasard. Le docteur Booth ne parle pas de ses préoccupations jusqu'au jour où elle est approchée par Debbie Massey, une employée des pompes funèbres. Debbie était souvent la première à arriver une fois le décès constaté. Elle remarque vite un étrange schéma dans la mort des patients du docteur Shipman. Les patients meurent souvent alors qu'ils sont entièrement vêtus. Ils sont assis sur une chaise ou sur un canapé, ils ne portent aucune trace de maladie et ne semblent pas prendre de médicaments. Le docteur Shipman est souvent avec eux au moment de leur mort, où il leur a rendu visite plus tôt dans la journée. Tout cela est très inhabituel. La plupart des médecins de famille affirment qu'il est très rare qu'ils soient sur place au moment où leur patient meurt. Quand le docteur Booth a vent de cette histoire, elle en discute avec ses associés et fait part à contre-cœur de ses soupçons aux autorités. Mais la police est très embêtée. Le docteur Shipman est une des personnes les plus appréciées de cette ville. Ouvrir une enquête pourrait causer un scandale dans la région, ruiner la réputation du docteur Shipman et aboutir à une action en justice. La police décide donc de mener son enquête dans le plus grand des secrets. Les enquêteurs consultent les certificats de décès établis par le docteur Shipman et les comparent aux dossiers médicaux des patients. Il n'y a aucune incohérence. Les policiers ne trouvent rien d'incriminant. Un grand nombre d'entre eux connaissent le médecin et le soutiennent. L'enquête disculpe le docteur Shipman. La police clôture discrètement son enquête. Cependant, Angela Woodruff est assaillie par le doute. Well, it states all my estate, money and house go to my doctor. This makes no sense. I will be going to your office today. Agit-elle de façon irrationnelle, tout affligée qu'elle est par la mort de sa mère? Ou bien a-t-elle découvert quelque chose que personne n'avait remarqué auparavant? Le docteur Shipman était le seul bénéficiaire du Nouveau Testament de sa mère, mais peut-être était-ce ce qu'elle désirait. Angela Woodruff est convaincue que quelqu'un a falsifié le testament de sa mère, si ce n'est plus. Elle prend alors une décision. Elle est déterminée. Armée de son diplôme de droit, elle veut obtenir justice pour sa mère. Elle décide de lancer sa propre enquête. À suivre, la découverte d'Angela ébranlera la ville de Hyde tout entière.
Hyde, Angleterre, juillet 1998. Kathleen Grundy, l'ancienne maire de la ville, est retrouvée morte de cause naturelle à l'âge de 81 ans. Elle lègue toutes ses possessions à son médecin, le docteur Harold Shipman. Cependant, la fille de Kathleen, Angela Woodruff, est persuadée que le testament est un faux et décide de mener l'enquête. Le testament a été signé par 2 témoins. Angela décide donc de retrouver leurs traces. L'un d'entre eux s'appelle Paul Spencer. Paul raconte à Angela qu'il était assis dans la salle d'attente du Dr Shipman quand le médecin lui a demandé de certifier l'authenticité d'un document pour un autre patient. Paul l'a alors suivi dans son bureau où se trouvait Madame Grundy. Le document est plié, si bien que Paul est incapable de voir ce qu'il certifie. Angela fait alors part de ses doutes à la police et présente les preuves qu'elle a trouvées. Elle est avocate. Elle affirme que jamais sa mère n'aurait pu rédiger ce testament. Elle est persuadée que le Dr Shipman a quelque chose à voir avec tout ça. Pour la première fois, la police soupçonne sérieusement le médecin d'escroquerie et de meurtre. Le problème est que Madame Grundy semble être morte de cause naturelle. Les policiers n'ont d'autre choix que d'exhumer son corps. L'exhumation ne garantit pas aux policiers qu'ils trouveront la moindre preuve. Il existe de nombreuses façons de tuer une personne sans laisser de traces. D'autant plus si vous êtes son médecin. Les exhumations attirent généralement l'attention de la population et les policiers ne veulent pas que le Dr Shipman ait vent de leurs soupçons. S'ils ont tort, ils détruiraient la carrière d'un homme innocent. S'ils ont raison, le médecin pourrait essayer de détruire les preuves. Le 1er août 1998, le corps de Kathleen Grundy est exhumé au beau milieu de la nuit. Des échantillons de son foie et de ses muscles sont prélevés puis envoyés au laboratoire. Les analyses révèlent que Madame Grundy n'est pas morte de cause naturelle. Elle est décédée des suites d'une overdose de diamorphine, l'héroïne à usage médical. La police se rend au domicile et au cabinet du Dr Shipman et saisit sa machine à écrire. La police scientifique détermine qu'il s'agit de la même machine à écrire utilisée pour créer le faux testament de Madame Grundy. Quand la nouvelle de l'enquête se répand, la population est révoltée. Non pas contre le docteur, mais contre la police. Le médecin reçoit des dizaines de lettres de soutien. Certains des auteurs de ces lettres ont perdu un membre de leur famille dans des circonstances douteuses. Au fur et à mesure que la nouvelle circule, d'autres habitants de Hyde commencent à se poser des questions. C'est à ce moment-là qu'un chauffeur de taxi contacte la police. La plupart des clients de John Shaw sont des femmes âgées. Et beaucoup sont mortes subitement alors qu'elles étaient suivies par le Dr Shipman. Le chauffeur a compilé une liste des clientes qui, selon lui, ont été assassinées. Sa liste compte une vingtaine de noms et débute il y a plus de 6 ans. Les policiers se rendent alors compte qu'ils ont potentiellement affaire à un tueur en série. Ils arrêtent le Dr Shipman pour le meurtre de Madame Grundy et entament une enquête de grande ampleur. Ils exhument 8 corps. Les 8 personnes sont mortes d'une overdose de morphine. Ils étudient les dossiers médicaux du médecin. Leurs découvertes font l'effet d'une bombe. Depuis des années, le Dr Shipman couvre ses traces en faisant croire que ses patients sont morts de cause naturelle. La cause de la mort inscrite sur le certificat de décès correspond toujours aux dossiers médicaux. Si un patient était soigné pour insuffisance cardiaque, il est mort d'insuffisance cardiaque. S'il était soigné pour hypertension, il est mort d'hypertension. Les experts en informatique découvrent cependant le secret que cachent ces dossiers apparemment irréprochables. Après la mort de ces patients, ils falsifiaient leurs dossiers avec de fausses dates et de faux traitements. Il a un ego surdimensionné et se prend pour un génie de l'informatique. À tort. Il ne s'est pas rendu compte que l'ordinateur enregistrait automatiquement la date réelle des changements apportés au dossier. En revanche, la police l'a vite découvert. Au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, un scénario effrayant se dessine. À suivre, les secrets du passé du Dr Shipman pourraient-ils expliquer une telle folie meurtrière?
Le 5 octobre 1999, le docteur Harold Shipman est jugé pour avoir assassiné 15 patients et avoir falsifié un testament. Dans chacune des affaires, l'accusation affirme que le médecin rendait visite à ses patients et leur injectait une surdose de morphine. Il les regardait souvent mourir lentement avant de déclarer leur mort comme naturelle. Il retournait ensuite à son cabinet où il falsifiait les dossiers de ses patients afin d'indiquer qu'il les soignait pour la maladie qui, selon le certificat de décès, les avait tués. Le docteur Shipman se rendait au domicile de son patient, le plus souvent une femme en très bonne santé. Il lui disait qu'elle avait besoin d'un vaccin et lui administrait une surdose de morphine. Les patients n'ont jamais rien suspecté. C'était leur médecin. Ils avaient confiance en lui. Ils l'adoraient même. Mais lui les voyait d'un autre œil. Au cours des derniers mois de l'année 1998, d'autres exhumations ont été réalisées. En février 1999, le docteur Shipman est accusé de 15 meurtres. Une famille a perdu un père et une tante dans l'heure suivant la visite du médecin. Mais il continue pourtant de lui faire confiance. Une autre tante mourra alors qu'elle était soignée par le docteur Shipman. Durant le procès, le médecin nie tout en bloc, alors que les preuves contre lui sont accablantes. Le procès attire l'attention des médias du monde entier. Les experts en meurtre en série sont bien incapables d'expliquer les motivations du médecin. Certains pensent qu'il faut remonter à son enfance. Harold Shipman est né en 1946 dans une famille extrêmement religieuse de la classe ouvrière. Sa mère lui répète qu'il est spécial, meilleur que les autres enfants. C'est un élève moyen, mais elle lui promet un grand avenir. Alors qu'il est adolescent, la tragédie s'abat sur sa famille. On diagnostique un cancer des poumons à sa mère Vera. Sa mort sera lente et douloureuse. Il rentrait de l'école et s'asseyait auprès de sa mère. Elle souffrait terriblement et attendait que le médecin vienne lui administrer une dose de morphine. Alors la douleur disparaissait. Sa mère est emportée par le cancer alors qu'Harold est âgé de 17 ans. Il décide à ce moment-là de devenir médecin. Pendant ses études de médecine, sa petite amie tombe enceinte. Ils se marient et ont au total 4 enfants. En 1974, Harold intègre un cabinet médical à Todmorden. Le nombre de décès augmente alors mystérieusement, mais personne ne semble le remarquer. C'est à ce moment-là que tout aurait commencé. Il aurait tué 5 personnes durant sa première année à Todmorden, dont 3 le même jour. Au total, il signe 22 avis de décès à Todmorden et transfère 14 décès à un médecin légiste. L'existence du docteur Shipman se transforme en cauchemar. Il devient accro aux antalgiques opiacés. Il les surprescrit à ses patients et les utilise pour sa consommation personnelle. Mais ses collègues finissent par s'en rendre compte. Il est licencié et entame une cure de désintoxication, mais il a toujours le droit d'exercer. Un an plus tard, Harold Shipman est libéré de l'emprise de la drogue. Il s'installe à Hyde et réussit à se faire embaucher dans un cabinet médical. C'est un manipulateur. Il ne ment pas sur ses problèmes de drogue. Il leur demande seulement de lui faire confiance. Malheureusement, c'est ce qu'ils font. Il travaille dans ce même cabinet pendant 15 ans. Il se forge une réputation de médecin travailleur et proche de ses patients. Cependant, il cache un secret mortel. Les policiers le soupçonnent d'avoir tué un patient dès sa première semaine à Hyde. Au cours des 15 années où il exerce dans ce cabinet, il aurait assassiné environ 80 personnes, soit presque 5 par an. Mais ça ne semble pas lui suffire. Il quitte le cabinet et se met à son compte. Il est tellement populaire que la plupart de ses 3000 patients le suivent. Loin des regards indiscrets de ses collègues, le docteur Shipman accélère la fréquence de ses meurtres. Au moment de son arrestation en 1998, il tue en moyenne une personne par semaine. Le docteur Shipman est l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire, mais il ne semble avoir aucun mobile. Il n'obtient aucun gain financier de ces meurtres, sauf dans le cas de Madame Grundy. Donc, ce n'est pas l'argent le mobile. En général, les tueurs en série peuvent être regroupés en différentes catégories en fonction de leur mobile, comme l'appât du gain, la colère,
la recherche de sensations fortes ou la recherche d'attention. Le Dr Shipman appartient à une catégorie très rare de tueurs en série, les anges de la mort. À suivre, l'ange de la mort s'en prend aux plus vulnérables. Ses victimes l'ont probablement remercié alors qu'il était en train de les tuer. Le système tout entier est jugé. Les anges de la mort sont généralement des professionnels de la santé qui sont pathologiquement excités par leur position de pouvoir. C'est l'angle défendu par l'accusation. Le Dr Shipman aime avoir le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Ses victimes l'ont probablement remercié en souriant alors qu'il était en train de les tuer. Certains suggèrent que le Dr Shipman recréait la mort de sa mère afin de satisfaire un besoin masochiste. D'autres pensent qu'il nourrissait une haine profonde à l'égard des femmes âgées et qu'il aimait les punir par la mort. D'autres encore sont persuadés qu'il était exaspéré par ses patients exigeants qui monopolisaient tout son temps. Il était donc plus simple de les tuer. On ne connaîtra probablement jamais son mobile. Le mystère reste entier. L'absence de mobile n'est cependant pas un frein à sa condamnation. Les preuves contre le médecin sont nombreuses et accablantes. Les policiers retrouvent ses empreintes sur le testament de Madame Grundy et disposent des faux enregistrements informatiques. L'accusation démontre également comment il se procurait la morphine. Il la surprescrivait à ses patients, qui bien souvent n'en avaient même pas besoin. Il la gardait pour lui. C'est exactement la même méthode que lorsqu'il était toxicomane. Tout au long du procès, le Dr Shipman nie les faits. Le 31 janvier 2000, le jury rend son verdict sur le tueur en série présumé. Le Dr Harold Shipman est reconnu coupable de 15 meurtres et de falsification de testament. Le juge le condamne à 15 peines de prison à perpétuité. Il établit même un précédent et recommande que le Dr Shipman ne soit jamais libéré de prison. Ces 15 meurtres ne sont malheureusement que la partie visible de l'iceberg. Le gouvernement lance donc sa propre enquête sur les meurtres du médecin. Le monde médical, la police, le système entier a clairement failli dans cette affaire. Après la première enquête sur ses activités, le Dr Shipman tue encore 3 personnes, dont Madame Grundy. Si la police avait été plus efficace, Madame Grundy et les autres ne seraient pas mortes. Le rapport d'enquête final conclut que le Dr Shipman a tué 250 personnes et qu'il aurait probablement commencé à l'âge de 25 ans, soit une année à peine après avoir été diplômé de l'école de médecine. Tout au long de l'enquête, le médecin s'est muré dans un silence de plomb. Le 13 janvier 2004, les gardiens de la prison retrouvent le Dr Shipman pendu dans sa cellule. Il s'est donné la mort, comme il l'a donné à ses patients. Le pire tueur en série de Grande-Bretagne a emporté ses secrets avec lui.